y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. La plupart du temps, la vie ne se laisse pas apprivoiser par ta volonté. Tu peux dépenser la moitié de ton énergie à lutter contre ce que tu ne comprends pas, à forcer des situations, à serrer les poings dans une tentative désespérée de contrôler chaque détail. Et pourtant, tout ce que tu obtiens, c'est de l'épuisement et un vide difficile à combler. On nous a éduqués à croire que la précipitation, l'effort incessant et le contrôle absolu sont synonymes de succès. Mais cette formule ne produit que de l'anxiété chronique, de la frustration et une déconnexion brutale avec ce qui compte vraiment. Lorsque l'esprit s'enferme dans l'obsession du résultat, il perd la capacité de voir les opportunités, de recevoir le bon et de reconnaître la valeur du repos. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est un entraînement quotidien. Apprendre à distinguer ce que tu peux gérer de ce qui ne fait que t'épuiser, à lâcher le poids inutile et à cultiver un calme qui n'est pas une faiblesse, mais un véritable pouvoir. Il y a une leçon qui doit rester gravée dans la mémoire. Plus tu désespères, plus ce que tu cherches s'éloigne. Le coût psychologique de ne pas lâcher prise est extrêmement élevé, et de nombreuses portes ne s'ouvrent que lorsque tu cesses de les pousser. Se détendre n'est pas abandonner. C'est un acte conscient de confiance et de stratégie. Si tu veux attirer ce qui en vaut la peine, tu dois d'abord apprendre à cesser de forcer ce qui ne coule pas. Le calme est ton atout caché. 1. Arrête de forcer ce qui ne coule pas. La réalité est celle-ci. Plus tu t'acharnes à forcer quelque chose qui ne coule pas, plus tu t'enfonces dans une sorte de dette émotionnelle qui ne se rembourse jamais. Insister, presser, essayer de contrôler chaque variable ne te rend pas fort. Cela t'enferme dans un schéma d'épuisement constant. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la peur déguisée en effort. On nous a vendu l'idée que celui qui ne renonce jamais, celui qui insiste jusqu'à se briser, est celui qui réussit le plus. Mensonge. Forcer ce qui n'avance que multiplie ton anxiété, te rend de moins en moins efficace et te rend aveugle aux meilleures options que tu ne vois même pas, parce que tu as les yeux fixés sur une seule porte fermée. Celui qui ne sait pas lâcher prise finit par porter un poids inutile, investissant de l'énergie dans des batailles qui ne lui appartiennent pas, s'épuisant par fierté ou par incapacité à admettre qu'une situation ne fonctionne plus. Arrête de te justifier avec des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « la vie est dure », car cette histoire ne sert qu'à éviter le véritable travail. Celui d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et de le lâcher. Le stress chronique auquel tu t'accroches n'est pas une vertu, c'est une fracture dans ton caractère qui devient de plus en plus grande chaque fois que tu insistes pour avoir le contrôle total. L'anxiété que tu ressens est la facture que tu paies pour ne pas vouloir faire confiance au processus naturel des choses. Ne confonds pas persistance avec obsession, ni effort avec stupidité. Il y a une différence énorme. Nous vivons dans une culture qui idolâtre le travail sans relâche, la productivité à tout prix, comme si cela était synonyme de valeur personnelle. Mais la réalité est que beaucoup de cette précipitation n'est que peur de rester en arrière ou de ne pas valoir assez. Et cette peur est le pire filtre. Elle déforme tout ce que tu vois, te fait interpréter chaque obstacle comme une menace et chaque pause comme une défaite. La sérénité n'est pas passivité, c'est un muscle qui s'entraîne chaque fois que tu choisis de ne pas réagir par impulsion et de ne pas te laisser emporter par l'urgence. Lorsque tu réussis à lâcher le contrôle et à cesser de forcer, ton énergie change immédiatement, et cela se perçoit chez les autres, et tu le ressens toi-même. Car rien ne s'éloigne plus que ce que tu veux retenir de manière obsessionnelle. Apprends à lire les signes. Quand une porte ne s'ouvre pas après avoir essayé avec intelligence et calme, arrêter de pousser n'est pas une reddition, c'est de la maturité. Tout ce que tu désires ne te convient pas, et tout ce qui résiste ne mérite pas ton combat. Le véritable avancement vient du calme, du lâcher-prise, de la confiance, que ce qui est pour toi arrive quand tu cesses de forcer et commences à couler. Tu n'es pas plus fort en insistant sans sens. Tu es plus sage quand tu sais quand t'arrêter. L'anxiété n'est pas une stratégie,
c'est un auto-sabotage. Si tu veux attirer le bien-être et les opportunités, commence par lâcher ce qui ne coule pas. Le calme est ta plus grande arme. 2. Le calme est ta plus grande force. Le téléphone vibre sur la table pendant que tu manges, et bien que tu saches qu'il n'y a rien d'urgent, ta main réagit avant ta conscience. Tu sens la mâchoire serrée, l'épaule rigide, la respiration plus courte. Entre une tâche et l'autre, l'esprit ne s'éteint jamais vraiment. Il est toujours en train de calculer, d'anticiper, de passer en revue des choses à faire qui ne finissent jamais. C'est ainsi que s'installe l'habitude de l'attention. C'est un mécanisme automatique dans lequel tu restes en alerte, comme si relâcher ce contrôle était un risque réel, comme si baisser la garde te coûterait cher. Mais sous cette hyperactivité se cache une peur silencieuse. La croyance que si ce n'est pas toi qui soutiens tout, quelque chose va s'effondrer, et alors tu te retrouveras exposé, vulnérable, insuffisant. Le problème est que ce mode de vie te vole ta présence et épuise ton énergie, jusqu'à ce que tu ne remarques même plus ce qui perd son sens et ce qui compte vraiment. Le calme, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas l'absence de problème ni un idéal lointain. C'est une décision constante, un ajustement intérieur. C'est la capacité de reconnaître l'impulsion de réagir, d'accélérer et de choisir consciemment de ne pas le faire. Ce n'est pas de la passivité ni de l'indifférence, mais une forme d'autorité sur ton propre système nerveux. Tu cesses d'être otage des stimuli extérieurs et commences à répondre depuis une base plus solide, moins réactive. C'est ici que la philosophie stoïque met l'accent. La véritable force ne se mesure pas à la quantité de choses que tu peux contrôler à l'extérieur, mais au degré de maîtrise que tu as sur tes réponses. Un muscle qui s'entraîne lorsque tu décides de ne pas nourrir l'urgence, lorsque tu te donnes la permission de respirer avant d'agir. Le conflit surgit lorsque ton esprit te vend l'idée que seule la précipitation et le contrôle garantissent des résultats. Mais demande-toi honnêtement, combien de fois cette anxiété t'a-t-elle vraiment donné de la clarté? Normalement, elle ne fait que brouiller le jugement, fragmenter l'attention et te faire perdre des opportunités par épuisement. Le calme, en revanche, est la base à partir de laquelle tu peux observer sans distorsion, distinguer l'essentiel de l'accessoire et agir avec moins d'épuisement mais plus d'efficacité. Lorsque tu lâches la nécessité de tout serrer, tu laisses de l'espace pour que les choses se réorganisent sans ton intervention obsessive. Ce qui est paradoxal, c'est que ce que tu cherches le plus arrive lorsque tu cesses de le poursuivre avec désespoir. Le calme n'est pas de la résignation, c'est une confiance active. La sérénité ouvre des portes que l'anxiété ferme. Tu n'as pas besoin de prouver ta force en poursuivant sans relâche chaque résultat. La véritable autorité est interne et elle se manifeste chez ceux qui peuvent être au milieu du chaos et pourtant ne pas perdre leur centre. Celui qui maîtrise le calme maîtrise sa vie. 3. Le contrôle interne surpasse le contrôle externe. Je vais confesser quelque chose d'inconfortable. Parfois, je me surprends à être piégé dans une sorte de paranoïa silencieuse, comme si toutes les variables de ma vie dépendaient uniquement de ma capacité à anticiper et à contrôler chaque micro-détail. Ce n'est pas une posture héroïque, ni une stratégie brillante. C'est plutôt une réaction automatique qui surgit de la peur de perdre du terrain, d'être exposé si les choses ne se passent pas comme elles devraient. Je reconnais qu'à ces moments-là, je deviens mon propre geôlier. Chaque tentative d'étendre le contrôle vers l'extérieur finit par se transformer en une cellule plus étroite à l'intérieur. Il y a une logique perverse qui opère là, difficile à voir. Nous pensons que si nous serrons suffisamment notre environnement, si nous accumulons des plans, des réponses et des explications, nous atteignons la sécurité. Mais le résultat est exactement l'inverse. L'inquiétude grandit, l'énergie se fragmente, la sensation d'autosuffisance s'érode de plus en plus. Contrôler l'extérieur est une illusion qui ne fait que multiplier la frustration. La racine de ce conflit est psychologique, pas circonstancielle. L'impulsion de surveiller, de corriger et de forcer ne naît pas du désir d'améliorer, mais de la peur de l'imprévisible.
C'est une sorte d'assurance émotionnelle mal conçue. Nous cherchons des garanties à l'extérieur parce que nous ne faisons pas confiance à notre capacité de nous adapter à l'intérieur. Et c'est là le véritable talon d'Achille. Lorsque l'accent est mis sur la manipulation de ce qui se passe à l'extérieur, personne, résultat, délai, la perception de l'agence réelle s'affaiblit, celle qui ne s'entraîne qu'en dominant ses propres réactions. C'est ici que le stoïcisme est brutalement clair. Vous ne pouvez exercer de pouvoir que sur vos jugements, vos actions, votre attitude. Le reste est un territoire étranger, et dépenser de l'énergie là-bas, c'est la perdre deux fois. D'abord, vous vous épuisez à lutter, puis vous vous frustrez parce que la réalité n'obéit pas à vos exigences. Il faut être honnête. La plupart des crises d'anxiété, d'épuisement et de déception proviennent de cette erreur de calcul. Nous confondons influence et contrôle absolu et nous devenons esclaves de variables qui n'ont jamais été les nôtres. Le véritable contrôle interne ne consiste pas à se protéger de la vie, mais à développer la capacité de répondre avec clarté et équilibre à tout ce qui arrive. Cela, et rien d'autre, est la liberté émotionnelle. Contrôler l'interne, c'est choisir quelle pensée nourrir, quelle bataille mérite votre énergie, quelle blessure il faut lâcher parce qu'elle n'apporte plus rien. Ce n'est pas de la résignation, c'est une stratégie lucide. La paradoxe est frappant. Plus vous investissez dans le façonnement de l'extérieur, plus vous perdez le contrôle sur vous-même. Le véritable pouvoir est silencieux, invisible. Il se manifeste chez ceux qui ne réagissent pas au moindre stimulus, chez ceux qui peuvent rester calmes, tandis que l'environnement s'agite. C'est la différence entre vivre en mode défensif et vivre avec une autorité interne. Ce que vous contrôlez à l'extérieur est temporaire. Ce que vous maîtrisez à l'intérieur demeure. Au final, ce qui vous définit n'est pas ce qui se passe, mais comment vous répondez. L'esprit discipliné est le plus grand des refuges. Si vous cherchez la sécurité, commencez à la construire dans votre propre jugement. Tout le reste n'est qu'un décor. 4. Moins d'anxiété, plus de clarté mentale. Un esprit saturé d'anxiété ressemble à un pare-brise recouvert de boue. Peu importe à quelle vitesse tu vas, peu importe combien tu essaies d'avancer, tu ne fais que voir des formes floues et réagir trop tard à ce qui compte. Les pensées courent d'un côté à l'autre, tourbillonnent dans une sorte de trafic mental qui ne se dégage jamais, et chaque décision semble être un coup à l'aveugle. Tu le ressens dans le regard qui bouge de manière agitée, dans les doigts qui tambourinent sur la table, dans la façon dont le corps se tend sans qu'on lui demande. C'est ainsi que l'anxiété sabote la clarté. Elle cache l'essentiel derrière un rideau d'urgence, de doutes répétés et de scénarios qui ne se réaliseront probablement jamais. C'est comme essayer de déchiffrer une carte avec des mains tremblantes. Tout devient plus difficile, plus confus, plus épuisant. Lorsque tu parviens à réduire cette anxiété, même un peu, la différence est brutale. Le monde extérieur ne se transforme pas, mais ce que tu en vois change. Les détails sautent aux yeux, les gestes des autres deviennent plus nets, les opportunités ne passent plus inaperçues. La clarté mentale n'est pas un cadeau, c'est une conséquence directe de baisser le volume interne. Tu l'expérimentes en remarquant le poids des épaules se relâcher, en entendant ton propre pouls devenir plus calme, en sentant ta respiration descendre jusqu'à l'abdomen et ne pas rester coincé dans la gorge. C'est dans ces moments que tu comprends que la précipitation mentale ne fait que disperser ton énergie et te laisse vulnérable à l'erreur. En revanche, le calme est comme affiner le focus d'une lentille. Tout devient plus précis, moins réactif, plus réel. Nous avons tendance à croire que plus nous sommes anxieux, plus nous serons préparés à l'inattendu. Mais la vérité est que l'anxiété est le pire conseiller. Elle te fait voir des menaces, là où il n'y a que des possibilités. Elle te pousse à agir par réflexe et non par conviction. Les meilleures décisions ne viennent presque jamais de l'urgence. Elles surgissent lorsque tu laisses de l'espace pour que les idées se posent et que le panorama s'éclaircisse. C'est pourquoi moins d'anxiété signifie plus d'accès à ta propre intelligence. C'est dans la pause que viennent les solutions qui ne se présentent jamais sous la contrainte.
L'esprit tranquille voit ce que l'esprit tendu déforme. Permets-toi de t'arrêter, même si la pression extérieure crie le contraire. Le véritable progrès se fait lorsque tu peux voir de face ce qui est devant toi, sans le filtre de l'urgence, ni le bourdonnement de 1000 préoccupations poussant derrière. Car la sérénité n'éteint pas le feu de la vie, elle le dirige. Plus de calme, plus de clarté. Moins d'anxiété, plus de pouvoir réel. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie appliquée. 5. Repose-toi pour avancer avec sens. Se reposer n'est pas une récompense, c'est une exigence si tu veux avancer avec sens. Celui qui le voit comme un luxe finit par payer cher son arrogance. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses. Si tu continues à croire que l'épuisement constant est un symbole d'engagement, tu te sabotes en silence. La culture de l'épuisement te vend l'idée que s'arrêter te rend faible, que se reposer est pour les tièdes, que tu dois serrer les dents et continuer même si ton corps et ton esprit te crient de t'arrêter. Ce récit est un poison lent. La vérité est autre. Seul celui qui s'arrête pour récupérer de l'énergie peut avancer avec force réelle et clarté. Les autres ne font que pousser leur propre fatigue jusqu'à l'effondrement. Ne confonds pas l'épuisement avec le mérite. Tu n'es pas plus précieux parce que tu dors moins, parce que tu remplis ton agenda à craquer ou parce que tu te vantes de ne pas avoir de temps pour toi. C'est de l'orgueil bon marché, pas de la grandeur. La fatigue accumulée ne te rend pas meilleur. Elle te rend simplement moins lucide et plus réactif. Je te le dis sans détour. Personne ne va t'applaudir pour devenir invisible sous la montagne de tâches que tu as choisi de porter. Arrête d'idolâtrer les martyrs de la productivité. Il n'y a pas de gloire à se détruire lentement. Le repos n'est pas seulement une récupération physique, c'est une réinitialisation mentale, un investissement direct dans ta capacité de réponse. Quand tu te refuses cette pause, quand tu fonctionnes à la limite, ta perception se déforme et tu perds le véritable sens de ce que tu fais. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions si tu n'opères que depuis l'urgence et la fatigue. Le repos est une déclaration d'intelligence et de respect de soi. Si tu ne le comprends pas, prépare-toi à voir ton énergie se fragmenter et tes objectifs perdre de leur direction. Veux-tu vraiment avancer ? Apprends à t'arrêter avant de te briser. Celui qui ne se repose pas n'est pas fort, il est naïf. Ton esprit ne peut pas créer, voir des opportunités ou résoudre des problèmes si tu le soumets à une pression constante. L'épuisement chronique te rend prévisible, réactif, incapable de t'adapter. Celui qui sait s'arrêter à temps est celui qui peut se ressourcer et revenir plus concentré. Il ne s'agit pas de paresse, il s'agit de stratégie. Se reposer est le filtre qui sépare le mouvement inutile de l'avancement réel. Les stoïciens le savaient, le loisir conscient, la pause délibérée sont une tactique pour revenir au centre et voir la réalité sans la distorsion de la surcharge. Si tu ne te permets pas cet espace, le sens de ton effort se dilue et tu finis par devenir esclave de ton propre agenda. Repose-toi pour choisir, pas pour fuir. Repose-toi pour pouvoir te soutenir quand le véritable défi arrivera. Se reposer, c'est avancer. C'est la ligne que la plupart ne comprennent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 6. Ton énergie attire plus que tes mots. La réalité est dure. Tu peux dire ce que tu veux, répéter des discours de confiance ou réciter des phrases motivantes, mais au final, ce que tu projettes vraiment ne vient pas de ta bouche, mais de ton état intérieur. Il y a une énergie qui se transmet avant même que tu ne prononces un mot, et cette énergie est impossible à feindre. Tu peux essayer de convaincre le monde que tu es fort, serein et sûr de toi. Mais si à l'intérieur de toi, ce qui prédomine est la fatigue, l'anxiété ou la peur de l'échec, c'est cela que les autres perçoivent, même s'ils ne le comprennent pas de manière consciente. Ce n'est pas un mystère ésotérique ni de la spiritualité bon marché. C'est de la psychologie de base. Ta tension interne se filtre dans tes gestes, dans le rythme de ta voix, dans la manière dont tu écoutes ou interromps, dans la façon dont tu maintiens le regard ou évites le contact. Rien ne révèle plus ton monde intérieur que la qualité de ta présence.
c'est la véritable monnaie avec laquelle tu négocies chaque opportunité, chaque lien, chaque résultat. Ce qui est le plus inconfortable à accepter, c'est que tu peux t'efforcer pendant des années de peaufiner ton discours, d'apprendre des stratégies de communication, de t'entourer de techniques pour faire bonne impression. Mais si tu n'ajustes pas l'énergie que tu dégages, tu obtiens seulement un vernis superficiel qui se fissure sous la première pression. L'esprit anxieux se trahit dans le corps agité et dans l'impatience. L'insécurité se manifeste dans les silences forcés, dans la tendance à te justifier pour tout, dans l'urgence de remplir chaque vide avec des mots inutiles. Peu importe comment tu le déguises, ce que tu n'as pas résolu à l'intérieur finit par saboter ce que tu essaies de construire à l'extérieur. Il n'y a pas de raccourci, le calme ne peut pas être feint, la confiance ne s'improvise pas, le respect ne se demande pas, il émane. Ton énergie arrive avant tes idées. Il y a un piège habituel, penser que être plus persuasif, plus charismatique, plus positif suffit à attirer de meilleures situations. Mais la vérité est que les gens réagissent aux états émotionnels plus qu'aux mots. Ils détectent, même s'ils ne savent pas l'expliquer, si tu es dans le manque ou dans l'abondance, si tu t'approches par besoin ou par liberté. Et pas seulement les gens, les situations, les opportunités, même les résultats tendent à s'aligner avec le niveau à partir duquel tu opères. L'anxiété repousse, le calme attire, la peur te met en mode défense, la sérénité te rend magnétique. Il n'y a pas moyen de tromper la vie là-dessus, c'est brutalement honnête. Tu ne peux attirer que ce que tu cultives déjà intérieurement. Si ton énergie est de rareté, tout autour de toi te le rappellera. Si ton énergie est de calme et de certitude, même les défis deviennent plus gérables. Il ne suffit pas de vouloir, il faut maintenir une présence qui le permette. Le corps et l'esprit ne mentent pas. Change d'abord ton énergie, puis change ta réalité. Ce que tu irradies pèse plus que ce que tu déclares. C'est la véritable influence. 7. Savoir recevoir est une compétence essentielle. On te propose de l'aide avec les sacs au supermarché et ton premier instinct est de la refuser. Quelqu'un te fait un compliment sincère et tu le minimises, disant que ce n'est pas grand-chose. Un ami insiste pour t'inviter à un café et ta réponse automatique est de chercher ton portefeuille, comme si accepter était un fardeau ou une dette gênante. Il y a un schéma là-dedans. L'inconfort face à l'acte de recevoir, la tendance à bloquer tout ce qui ne vient pas de nos propres efforts ou de notre contrôle. On nous a appris, presque sans s'en rendre compte, à ne valoriser que ce que nous obtenons par la force, comme si accepter quelque chose qui arrive sans lutte était un signe de faiblesse ou de dépendance. Et c'est là que commence le problème, car rejeter ce que la vie t'offre est une forme silencieuse d'auto-sabotage. En analysant cette réaction, ce qui apparaît est un mélange de fierté mal placée et de méfiance. La fierté te fait sentir que tu ne mérites rien, que tu n'es pas combattu jusqu'à l'épuisement. La méfiance te murmure que tout cadeau cache un piège, que ce que tu ne contrôles pas peut se retourner contre toi. Le résultat pratique est que tu fermes les portes aux opportunités, au soutien et même aux petits plaisirs qui pourraient alléger ta journée. Savoir recevoir n'est ni de la passivité, ni de la commodité. C'est reconnaître la valeur de l'ouverture et de l'humilité. L'autosuffisance absolue est une fantaisie qui ne conduit qu'à l'épuisement et à l'isolement. La vie ne fonctionne pas comme un système de récompense strictement proportionnel à l'effort. Souvent, le meilleur arrive par des voies inattendues, et seul celui qui est ouvert peut en tirer parti. Si tu examines la racine de ce sujet, tu remarqueras qu'au fond de l'incapacité à recevoir se cache la peur. La peur de rester redevable, de perdre le contrôle, de t'exposer à une éventuelle déception. Mais cette peur agit comme un filtre qui déforme la réalité et limite ta croissance. La paradoxe est que plus tu bloques la possibilité de recevoir, plus le chemin devient difficile. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre, mais d'entraîner une disposition mentale qui te permette de reconnaître et d'accepter ce qui arrive sans résistance inutile. Recevoir est aussi une compétence stratégique. Cela élargit ton réseau de ressources
enrichit ton expérience et te permet d'avancer avec moins d'épuisement. L'humilité d'accepter ne te diminue pas, elle te multiplie. Laisser entrer le bon est aussi important que de s'efforcer de l'obtenir. La clé est d'ajuster ce mécanisme interne qui rejette par principe. Demande-toi combien de fois au cours de la dernière semaine tu as bloqué un soutien, une opportunité ou même un mot aimable, juste parce que tu as ressenti que tu ne l'avais pas mérité. C'est là le véritable travail. Désactiver le réflexe de rejet et entraîner l'ouverture. Souviens-toi de ceci, ce que tu ne reçois pas, tu le perds doublement. Savoir recevoir est une force, pas une faiblesse. Celui qui apprend à ouvrir la main apprend aussi à multiplier ce qu'il a. 8. Lâcher prise sur les attentes ouvre de nouvelles opportunités. Je vais être brutalement honnête. Je me suis surpris moi-même de nombreuses fois à fabriquer un scénario mental sur la façon dont les choses devraient se dérouler, anticipant des réponses, des résultats, jusqu'à des gestes des autres. Je peux être assis devant une table, attendant que l'autre personne dise ce que j'imagine, ou regardant mon téléphone en attendant un message qui, dans ma tête, a déjà même les mots exacts. C'est épuisant, mais nous le faisons presque sans nous en rendre compte. Nous remplissons l'espace avec des attentes, comme si cela pouvait nous protéger de la déception ou nous assurer une petite dose de contrôle. Et il ne faut pas longtemps pour que la frustration arrive, car la vie n'est pas une pièce de théâtre écrite par nous. Les gens réagissent différemment, les plans ne suivent pas le scénario, et ce que vous attendiez ne se produit pas toujours. Ce qui est curieux, c'est qu'à ces moments-là, le corps réagit. Muscles tendus, regard fixe, cherchant des signes qui confirment ce que l'on attend. Poitrine un peu serrée. C'est cette rigidité invisible qui commence à te fermer des portes, à limiter des possibilités que tu ne vois même pas, parce que tu es seulement concentré sur la réalisation de ton script. C'est le piège de l'attente. Au lieu de t'ouvrir à ce qui peut surgir, tu deviens une version rigide de toi-même, incapable de t'adapter. Tu le remarques dans les petits détails. Le geste maladroit quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, la hâte de corriger ou d'expliquer, la résistance presque automatique à l'inattendu. Le problème n'est pas seulement mental, il est physique. Cette tension s'installe dans la mâchoire, dans les poings serrés, dans la voix qui devient moins naturelle. Et plus tu t'accroches à ce que cela devrait être, moins tu laisses d'espace pour ce qui peut arriver. C'est comme si tu étais tellement occupé à défendre tes scénarios que tu passes à côté de l'opportunité réelle que la situation t'offre. L'attente est un filtre. Elle déforme ce que tu vois et ce que tu reçois. Lâcher prise sur les attentes n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est cesser de vivre sur la défensive, de demander à la réalité de s'adapter à tes plans et commencer à te déplacer avec ouverture. Quand tu le fais, tu remarques une différence tangible. Ton corps se détend, la conversation coule, les solutions apparaissent là où il n'y avait auparavant que de la résistance. Ce qui semblait être une déception est parfois juste une autre forme d'opportunité. Mais pour le voir, il faut lâcher le contrôle et regarder ce qu'il y a vraiment devant soi, pas ce que tu veux qu'il y ait. La flexibilité est une force, la rigidité est un épuisement. S'ouvrir au nouveau n'est pas de la passivité, c'est une stratégie active. J'ai appris que les meilleures opportunités arrivent par des chemins que je n'aurais jamais anticipés. Quand tu cesses d'exiger à la vie qu'elle réponde à tes attentes, la vie te répond avec des possibilités que tu n'aurais même pas imaginées. Ce que tu attends te enferme, ce que tu reçois t'élargit. C'est la phrase que je veux que tu retiennes. Laisse de l'espace dans ton agenda mental pour l'inattendu. C'est là où se trouve souvent la valeur. Quand tu lâches le script, la vie improvise quelque chose de mieux. 9. Se détendre est une décision stratégique. La tension dans laquelle tu vis est comme un poing fermé. Plus tu serres, moins le sang circule, plus tes doigts s'engourdissent, plus tu deviens inutile même pour les tâches les plus simples. Quel sens cela a-t-il d'avancer dans la vie ainsi, accroché à tout, te durcissant de l'intérieur comme de l'extérieur, croyant que cette rigidité va te sauver de quelque chose?
Se détendre n'est pas un luxe, ni une faiblesse, ni une pause pour ceux qui ont déjà accompli ce qu'ils devaient accomplir. Se détendre est une décision stratégique et, si tu refuses, ce n'est pas parce que tu es fort. C'est parce que tu as peur de perdre le contrôle que, en réalité, tu n'as jamais eu. Arrête de déguiser ton obsession pour la responsabilité. Ce discours de « si je ne me pousse pas, je stagne » n'est que l'excuse parfaite pour continuer à alimenter une anxiété qui te dévore la vie et te vole ta présence. Il n'y a rien d'admirable à vivre sur la défensive, à être toujours en alerte, à tendre les muscles chaque fois que la vie ne répond pas à tes instructions. C'est de l'épuisement, pas du leadership. C'est de l'insécurité, pas de la discipline. Si tu penses que seuls les faibles se permettent de baisser la garde, tu te mens. La véritable autorité se manifeste chez ceux qui peuvent relâcher leur corps et leur esprit au milieu de la pression, tout en restant concentrés. Ne confonds pas tension et engagement. Celui qui ne sait pas se détendre finit par payer le double. D'abord pour l'épuisement physique, puis pour le blocage mental qui le rend aveugle aux opportunités évidentes. L'anxiété chronique ne te rend pas plus productif, elle te transforme simplement en un esclave efficace de l'urgence. Et c'est ici que ça fait le plus mal. Tout ce que tu refuses de lâcher finit par te contrôler. Tout ce que tu tentes de forcer finit par te briser. Se détendre est en réalité un acte de rébellion contre la culture de l'épuisement. C'est la décision consciente de ne pas laisser la précipitation des autres dicter ton rythme, de ne pas te soumettre à la dictature de l'immédiat. Fais l'expérience. Observe comment ta perception change lorsque tu décides, ne serait-ce que pour un moment, de relâcher les épaules, de respirer profondément et d'observer sans la pression de tout résoudre immédiatement. Tu verras que le monde ne s'effondre pas, que le respect ne se perd pas, que ta valeur ne disparaît pas simplement parce que tu ne cours pas. Au contraire, tout ce qui est important devient plus clair et accessible. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est de la précision. L'anxiété ne fait que disperser ton énergie. La détente la concentre là où elle est vraiment nécessaire. Si tu ne peux pas te détendre, tu n'es pas fort. Tu es juste accro au drame de ton propre esprit. Assez d'excuses. Choisis de lâcher prise. Choisis de relâcher le poing. Le véritable pouvoir est le calme maintenu au milieu du mouvement. Moins de tension, plus de résultats. C'est le mouvement de ceux qui avancent vraiment. 10. Fais confiance au processus, pas à la précipitation. La précipitation est le déguisement préféré de la peur. C'est aussi simple que brutal. Derrière chaque impulsion de tout résoudre tout de suite, d'anticiper chaque détail et de pousser le temps en avant, se cache une profonde méfiance envers le processus même de la vie. Ce n'est pas facile à admettre, car nous avons tous été entraînés à associer lenteur avec échec, pause avec insécurité et patience avec faiblesse. Mais la vérité est que la précipitation n'a jamais été synonyme de véritable avancement. C'est juste le besoin d'anesthésier le vide de l'incertitude. Le mécanisme est presque automatique. Quand tu sens que quelque chose ne bouge pas au rythme que tu décides, l'esprit commence à construire des scénarios de perte et d'urgence, réclamant des solutions immédiates par peur que l'incertitude te laisse sans fondement. C'est là que tu es piégé dans le cercle vicieux. Plus tu veux accélérer, plus tu deviens maladroit, plus tu commets d'erreurs, moins tu vois. Au fond, la précipitation est le déni de la confiance. C'est l'incapacité de tolérer le processus naturel de maturation des choses, comme si tout devait répondre à tes temps et attentes, comme si la vie dépendait exclusivement de tes calculs et de ton contrôle. Ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que la véritable croissance se produit dans des délais que tu ne peux pas forcer. Il y a une anxiété installée qui te fait sentir constamment en retard, comparant ton parcours à celui des autres, comme s'il y avait une horloge invisible marquant ce que tu aurais déjà dû accomplir. Mais cette course est un piège. Chaque fois que tu choisis la précipitation plutôt que la confiance, ce que tu perds, c'est la présence. Et avec cela, tu perds la capacité d'ajuster ta perception à ce qui se passe ici et maintenant. Il est beaucoup plus facile de courir que de faire face au fait que tout ne dépend pas de ta volonté.
Mais cette acceptation est le premier pas vers la liberté. Le processus n'est jamais linéaire et la plupart des avancées se produisent dans les marges, dans les temps morts, dans cet espace où tu cesses de presser et permets aux choses de mûrir à leur rythme. J'ai découvert que la véritable force est la patience active, celle qui ne s'endort pas, mais ne désespère pas non plus. Celui qui fait confiance au processus ne renonce pas et ne s'éteint pas. Il comprend simplement que la vie a ses propres mécanismes et que ta tâche est d'être préparé, pas de forcer. C'est là la différence entre vivre avec anxiété et vivre avec autorité interne. Celui qui se laisse entraîner par la précipitation devient esclave de ses peurs. Celui qui apprend à faire confiance devient maître de son temps. Ne confonds pas mouvement avec avancement. Tout ce qui s'accélère n'atteint pas nécessairement plus loin. Parfois, c'est dans le repos que le sens se révèle et que les opportunités s'alignent. Fais confiance au processus, pas à la précipitation. Ce qui est pour toi arrive quand tu cesses de le pousser. Il n'existe pas de raccourci plus sûr que la patience lucide. Être une bonne personne ne garantit le respect de personne. Souvent, l'obsession de plaire et de satisfaire devient un piège camouflé en vertu. Tu t'épuises, tu t'invisibilises et tu finis par payer un prix élevé pour une paix artificielle. Personne ne va prendre soin de tes limites si tu ne le fais pas d'abord. Nous vivons dans une culture qui applaudit le sacrifice et l'abandon excessif, mais qui se tait devant le coup psychologique de ceux qui s'oublient pour soutenir les autres. La soumission n'est pas de la bonté, c'est de la peur déguisée en générosité. Le stoïcisme ne parle pas d'être une statue froide, mais d'entraîner le caractère pour choisir fermement quand dire oui et, surtout, quand dire non. Celui qui ne se priorise pas devient un outil pour les autres. Tu n'es pas responsable de porter le monde sur tes épaules, ni de résoudre les vies des autres. Ta dignité ne peut pas dépendre de l'approbation extérieure. Cesser de se justifier est un acte de respect de soi, et apprendre à se taire à temps est la réponse la plus intelligente quand on cherche à te manipuler. La véritable liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'être toi-même. L'inconfort est nécessaire, personne ne te rendra le temps ni l'énergie que tu as sacrifiée par peur de déranger. Aujourd'hui, tu vas apprendre à te choisir, même si cela dérange ceux qui sont habitués à ta soumission. Plus de concessions par peur, la fermeté est ta nouvelle forme de respect. 1. Arrête de chercher une validation constante, arrête de te mentir. Chercher une validation constante est un piège que tu as toi-même creusé et dont toi seul peux sortir. Tu n'es pas un enfant perdu qui a besoin de l'approbation de chaque personne autour de toi pour savoir que tu as de la valeur. Si tu continues à mesurer ta valeur selon les sourires des autres, les merci forcés ou les tapes dans le dos, tu hypothèques ta vie et ton pouvoir personnel en mensualité qui ne cesse jamais d'être payée. Le besoin chronique de plaire, d'être accepté à tout moment, est un mécanisme mental qui ne fait que te fragiliser et te transformer en marionnette des volontés d'autrui. Chaque fois que tu repousses tes limites par peur de déranger, chaque fois que tu tais ta véritable opinion pour ne pas perdre des points dans cette absurde compétition de sympathie, tu te trahis un peu plus. Et la vérité est celle-ci. Personne ne respecte celui qui s'humilie pour plaire. Personne n'admire celui qui vit en fonction des applaudissements. Arrête de te justifier en disant que tu es une bonne personne, quand en réalité tu es incapable de dire non par peur du rejet. Ce théâtre ne sert qu'à ce que les autres t'utilisent comme un joker émotionnel, sachant que tu céderas toujours à la moindre pression. Être bon n'est pas se laisser piétiner, ni servir de paillasson pour que les autres nettoient leur frustration. La véritable bonté exige de la force, exige du discernement, exige que tu te mettes en premier quand c'est nécessaire. Ne confonds pas éducation avec servilité, ni empathie avec soumission. Il y a une énorme différence entre aider par générosité et se donner par peur. Si ta paix dépend de l'approbation des autres, tu es esclave d'attentes que tu ne contrôles même pas. La philosophie stoïque est claire. Ta valeur n'est pas négociable, ta dignité non plus. Les stoïques ne cherchaient pas des applaudissements, ils cherchaient la cohérence interne. As-tu du mal à poser des limites?
As-tu peur de décevoir? Alors tu dois commencer à entraîner ce muscle inconfortable qui s'appelle dignité. Chaque fois que tu acceptes l'inacceptable juste par peur de déplaire, tu fractures ton caractère. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la faiblesse. Et la faiblesse, au fond, se paie par du mépris, d'abord le tien et ensuite celui des autres. Remercier pour tout, céder toujours, expliquer tes décisions jusqu'à l'épuisement, vivre en fonction de l'humeur des autres. C'est le manuel d'instruction pour une existence médiocre. Tu veux du respect, mais tu te comportes comme quelqu'un de superflu. Tu veux de la liberté, mais tu vis enchaîné à l'opinion des autres. Si tu cherches vraiment l'intelligence émotionnelle, commence par arrêter de demander la permission d'être toi. Personne d'autre ne va te donner ce feu vert que tu désires tant. La validation externe ne remplit jamais le vide intérieur. Elle l'alimente et l'agrandit. Personne ne viendra te sauver de ta propre insécurité. C'est l'une de ces vérités inconfortables. Les gens ne respectent que ceux qui se respectent d'abord. Arrête de perdre du temps à essayer de t'adapter à des moules qui ne te correspondent pas. Arrête de négocier ta paix pour des miettes d'acceptation. Le respect des autres commence toujours par le respect de soi. Tu n'as pas à t'expliquer tout le temps. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'as pas à être le sauveteur émotionnel de qui que ce soit. Apprendre à dire non, à se taire quand il le faut, à cesser de justifier chaque pas, est le premier acte de rébellion qui te rend le contrôle de ta vie. La validation est une dette impossible à rembourser et plus tôt tu le comprendras, plus vite tu cesseras d'être l'otage des autres. Choisis ta liberté, même si cela te coûte quelques visages fermés. Personne d'autre ne le fera pour toi. 2. Définissez des limites claires et ne les expliquez pas. Il vous arrive quelque chose de simple. On vous demande une faveur que vous n'avez pas envie de faire. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas votre responsabilité, mais vous ressentez une pression silencieuse qui vous pousse à dire oui. Vous notez l'inconfort, ce mélange de culpabilité et de peur de décevoir. Et pourtant, vous êtes là, à inventer une excuse, à hésiter, à chercher une raison convaincante qui justifie votre non. Comme si votre refus devait être approuvé, comme si votre droit à avoir des limites dépendait de la compréhension des autres. Souvent, vous n'y parvenez même pas. Vous finissez par accepter, en ingérant le malaise, en accumulant un ressentiment qui se transforme ensuite en fatigue émotionnelle. Et tout cela pour éviter un moment de tension. Quel prix élevé il en coûte de céder son espace personnel pour un instant de paix apparente. Mais le véritable problème n'est pas à l'extérieur, mais dans la croyance intérieure que vous devez expliquer, négocier ou adoucir vos limites pour qu'elles ne semblent pas être une attaque. C'est un piège mental que vous avez appris depuis votre enfance. L'idée que poser des limites est synonyme d'égoïsme, que être ferme est être insensible ou froid. Ainsi, chaque fois qu'une situation inconfortable se présente, votre esprit se remplit de justifications, prépare des arguments, imagine des réactions négatives et cherche à éviter le conflit à tout prix. Le poids de l'approbation sociale devient une sorte de filtre qui déforme votre perception de ce qui est juste et nécessaire. Mais la vérité est que personne ne va protéger votre paix si vous ne le faites pas d'abord. Vous n'avez pas à vous asseoir devant un tribunal chaque fois que vous décidez de prendre soin de votre temps ou de votre énergie. C'est ici que la dignité et l'intelligence émotionnelle entrent en jeu. Les limites claires ne demandent pas de permission ni de pardon. Elles se communiquent avec fermeté, sans fioriture ni excuse. Expliquer trop est une forme cachée de demander de l'acceptation, de mendier de la compréhension pour quelque chose qui, au fond, vous revient de plein droit. Chaque fois que vous justifiez vos limites, vous les affaiblissez. Chaque fois que vous donnez des explications inutiles, vous ouvrez la porte à ce que d'autres négocient avec vous, remettent en question vos raisons ou vous manipulent pour que vous cédiez. Le respect ne croit pas là où il y a de l'hésitation. La clarté, bien qu'elle soit parfois inconfortable, est un acte d'autodéfense psychologique. La racine de cette habitude réside dans la peur de perdre l'affection ou le statut, dans la crainte d'être considéré comme égoïste.
Mais cet investissement émotionnel ne vous conduit qu'à hypothéquer votre bien-être futur pour une petite dose d'acceptation passagère. La véritable force réside dans la capacité à supporter l'inconfort momentané d'un visage long ou d'un silence gênant, plutôt que de porter pendant des jours l'insatisfaction d'avoir cédé encore une fois. Dire non et se taire ensuite est suffisant. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vos limites sont valables. Vous n'avez pas besoin d'être sympathique pour être respecté. Silence et fermeté, c'est la véritable autorité. Lorsque vous commencez à le pratiquer, c'est difficile. Le corps se tend, la voix tremble, l'esprit crie que vous devez expliquer, adoucir, ne pas risquer d'être le méchant. C'est le vieux réflexe de vouloir plaire et appartenir. Mais c'est là que se forge le caractère, en résistant à la tentation de vous justifier. Ce n'est pas de l'arrogance ni de la froideur, c'est du respect de soi. La valeur de vos limites se mesure à votre capacité à les maintenir sans demander pardon d'exister. Au final, seul celui qui sait dire non, sans tourner autour du pot, devient maître de lui-même. Ligne emblématique. La limite que vous défendez en silence vaut le double. Une autre, votre autorité commence là où vous cessez de vous justifier. 3. Choisis ton bien-être avant de plaire. Je n'aime pas l'admettre, mais souvent, j'ai choisi le bien-être des autres avant le mien, juste pour éviter de me sentir coupable. C'est inconfortable de reconnaître que, derrière cette générosité apparente, se cachait une sorte d'addiction à l'approbation, une dépendance psychologique à la sensation d'être le bon, même si cela impliquait de me trahir. Le problème, c'est que ce mécanisme ne paie jamais ce qu'il promet. Il te livre la satisfaction fugace de plaire, mais te facture ensuite avec de la fatigue, du ressentiment et un sentiment de vide qui ne s'en va pas. Si tu y penses calmement, prioriser le plaisir des autres est une stratégie de survie apprise, un réflexe presque automatique pour te protéger de l'inconfort, du rejet ou du jugement. Mais cette stratégie, loin de t'apporter la paix, te transforme en otage des émotions des autres. C'est un investissement émotionnel avec des intérêts très élevés. Plus tu cèdes, plus on attend de toi, et plus tu t'efforces de ne pas décevoir, moins tu te respectes toi-même. L'origine de ce schéma se trouve souvent dans une éducation émotionnelle défectueuse, où l'on t'a appris que ton propre bien-être est secondaire et que mettre les autres en premier est un signe de vertu. Le résultat est que chaque fois qu'un conflit surgit entre ce dont tu as besoin et ce que les autres attendent de toi, ton esprit active le pilote automatique. Minimiser tes besoins, justifier ceux des autres, reporter ton repos, accepter des tâches qui ne te concernent pas. Le coût de cette habitude est cumulatif et le corps le ressent. Fatigue chronique, irritabilité, manque de motivation et un sentiment constant d'être endetté envers tout le monde sauf toi-même. Vivre ainsi, c'est renoncer peu à peu à ton propre projet de vie. C'est donner du temps, de l'énergie et de la santé en échange d'une image de bonté que personne ne récompensera comme tu l'espères. Sur le plan psychologique, le dilemme est simple. Tu dois décider si tu préfères la tranquillité superficielle de plaire au détriment de ton authenticité ou le malaise momentané de te prioriser, même si cela dérange les autres. La peur d'être égoïste est un piège conceptuel, un filtre mental hérité qui déforme l'idée de justice personnelle. Te prioriser n'est pas négliger les autres, c'est cesser de te sacrifier inutilement par peur de perdre de l'affection. Lorsque tu analyses tes décisions sous cet angle, tu réalises combien de fois tu as agi par peur et non par liberté. C'est ici que l'intelligence émotionnelle réelle entre en jeu. Il ne s'agit pas de te protéger de la douleur des autres, mais d'apprendre à distinguer entre aider par conviction et aider par besoin d'être accepté. La première option ajoute, la seconde te retire. Choisir ton bien-être exige une révision brutale de tes motivations et un entraînement conscient pour tolérer le malaise de décevoir. Personne n'aime recevoir de la désapprobation, mais si tu choisis toujours le chemin facile, tu ne connaîtras jamais le respect de soi. Chaque fois que tu priorises ton repos, ta santé mentale ou ton temps, tu envoies un message clair. Ta vie n'est pas une monnaie d'échange pour acheter de la sympathie. Ces petits actes d'auto-affirmation, bien que gênants au début,
construisent une base solide sur laquelle repose une véritable estime de soi. La clé est de comprendre que plaire n'est pas une obligation morale et que personne n'a le droit d'exiger ton sacrifice constant. La philosophie stoïque le dit clairement. Le contrôle sur ce que tu penses et décides t'appartient et seulement à toi. Si tu remets ce contrôle par peur de déplaire, tu perds bien plus qu'un sourire d'autrui. Tu perds la possibilité de vivre en cohérence. Choisis ton bien-être avant de plaire, même si cela implique des visages fermés ou des jugements silencieux. La vraie paix commence lorsque tu cesses de te trahir pour t'intégrer. Il n'existe pas de dignité sans autodéfense consciente. Phrase emblématique, ton bien-être n'est pas négociable. Une autre, le respect des autres ne compense pas l'abandon de soi. 4. Utilisez le silence comme réponse consciente. Un ascenseur arrêté entre deux étages, silence absolu, seulement le bourdonnement lointain du câble tendu et le clignotement froid du panneau de chiffres. Pas de musique, pas de mots, pas d'échappatoire rapide. Juste cet instant suspendu où le temps s'étire et t'oblige à t'écouter, à sentir le poids de ta respiration et le battement accéléré sous la peau. Utiliser le silence comme réponse, c'est exactement cela. Arrêter le mécanisme automatique des excuses, couper le flux anxieux des mots et rester immobile, mal à l'aise, dans l'espace entre ce qu'on te demande et ce que tu décides. Le silence, bien choisi, est inconfortable pour celui qui l'observe, percutant pour celui qui le maintient. C'est le langage de celui qui n'est plus prêt à offrir des explications, ni à laisser les autres le pousser hors de ses propres limites. Dans la vie réelle, cela se traduit par des gestes concrets. Quelqu'un te lance une demande déguisée en urgence, attend ta réaction docile, mais tu soutiens simplement le regard, sans hâte, laissant le poids de l'attente tomber sur la table. Tes mains restent immobiles, tes lèvres scellées. L'autre commence à s'inquiéter, cherche à remplir l'air de justification, d'arguments, d'allusions, mais tu ne cèdes pas le terrain. Apprendre à utiliser le silence nécessite une maîtrise du corps. Contrôler l'impulsion de te justifier, résister à la pression invisible de devoir dire quelque chose. Laisser le moment se refroidir pour que la décision vienne de la fermeté et non de la culpabilité. Le silence est inconfortable, mais c'est un inconfort qui entraîne le caractère et protège ton énergie. Beaucoup ne supportent pas ce vide et remplissent l'air d'excuses inutiles, comme celui qui se couvre d'une couverture chaque fois que la température baisse. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer, chaque fois que tu permets à l'autre de coexister avec le non-dit, tu renforces ton autorité interne. Il est courant qu'on te qualifie de froid ou distant. C'est le prix initial de cesser d'être prévisible et complaisant. L'inconfort des autres ne t'appartient pas. Lorsque tu romps avec l'habitude de remplir l'espace avec des arguments, tu apprends à valoriser l'information que ton propre silence génère. Tu observes comment l'autre réagit, combien il insiste, à quelle vitesse il recourt à la manipulation ou au reproche. Le silence bien utilisé est un filtre. Il sépare la demande légitime du chantage émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir hermétique ou indifférent, mais de choisir quand et comment parler, de ne pas offrir ton énergie à chaque interaction. Le silence est aussi un bouclier, face aux provocations, aux critiques déguisées en conseils ou aux tentatives de te faire douter de tes propres décisions. Se taire est une manière de couper le cycle de l'influence extérieure. Au lieu d'entrer dans le jeu de la justification, d'alimenter le conflit avec des mots, tu choisis la pause, l'espace, la réponse qui ne s'épuise pas. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la scène. Ligne iconique. Le silence inconfortable vaut plus que 1000 excuses vides. Tu n'as pas à remplir tous les vides. La véritable force réside dans le maintien de l'espace, dans la résistance à la pression sans te trahir, dans le fait de laisser clairement, sans mots, que ta décision est suffisante en elle-même. Il y a des gestes qui en disent plus que n'importe quelle explication. Le regard ferme, la posture droite, l'immobilité des mains. C'est là que surgit la véritable dignité, la certitude que ta présence ne demande pas de permission.
Laisse le silence parler pour toi. Celui qui ne sait pas coexister avec lui ne sait pas non plus respecter tes limites. Ligne iconique. Celui qui maîtrise le silence devient maître de son temps et de sa paix. 5. Ne prends pas la responsabilité de la vie des autres. Tu n'es le sauveur de personne. Arrête de porter les vies des autres comme si c'était ta responsabilité, comme si ta mission était de sauver ceux qui s'enfoncent dans leurs propres erreurs. Ce rôle est un piège déguisé en noblesse, une stratégie d'auto-illusion qui ne fait qu'alimenter ton ego et drainer ton énergie. La vérité inconfortable est que tu t'es habitué à te sentir nécessaire, à croire que sans ton aide, les autres ne sauraient pas quoi faire. Mais ce besoin d'intervenir, de résoudre, d'éviter que les autres affrontent leurs conséquences n'est qu'un mécanisme pour te distraire de ton propre vide. Chaque fois que tu t'immisces pour résoudre des problèmes qui ne sont pas les tiens, tu te mets une médaille invisible et en même temps, tu t'enchaînes à une vie d'épuisement, de frustration et de ressentiment. La réalité est brutale. Celui qui vit en assumant les responsabilités des autres n'est pas plus généreux, il est plus faible. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en vertu. Peur de ne pas être important, de ne plus être indispensable. Peur que si tu lâches le rôle de sauveur, tu te retrouves seul avec tes propres affaires, sans le drame des autres qui te donne un sens. Mais personne ne te remerciera comme tu l'espères. Au contraire, plus tu résous pour les autres, plus ils deviennent dépendants. Plus tu te sacrifies, moins ils te valorisent. Devenir le coussin émotionnel des autres ne fait que te faire utiliser comme monnaie d'échange pour acheter de l'affection bon marché. Arrête de te croire indispensable. La vie des autres n'est pas ton projet. Il est facile de tomber dans l'excuse de « je veux aider ». Je ne peux pas détourner le regard. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Mais ces phrases sont des mensonges que tu te racontes pour ne pas affronter la peur de décevoir, de perdre le contrôle, de cesser d'être perçu comme la bonne personne que tout le monde peut utiliser à sa convenance. Sois clair. Aider ceux qui en ont vraiment besoin, oui. Porter leurs responsabilités, non. Il y a une différence gigantesque entre la compassion et la codépendance. La première ajoute, la seconde te soustrait. Si ton estime de soi dépend de te sentir utile pour tous, ce que tu as n'est pas de la générosité, c'est de la dépendance émotionnelle. Personne ne respecte celui qui se sacrifie toujours et ne se choisit jamais. Phrase emblématique, celui qui vit pour sauver finit par se noyer. Arrête de protéger les adultes de leurs propres erreurs. Laisse le poids des conséquences tomber là où il doit. Personne ne mûrit ni n'apprend quand il y a quelqu'un qui résout tout. Et si c'est toi qui soutiens, qui amortis, qui bouche les trous des autres, tu retardes seulement la croissance des autres et sabotes la tienne. Ce qui semble être de l'empathie est en réalité de la peur du rejet déguisé en altruisme. Ne te trompe pas. La véritable force réside dans le fait de voir quelqu'un trébucher et, au lieu de courir pour le relever, de faire confiance à sa capacité à se relever seul. Si tu es toujours le filet de sécurité, tu deviens prisonnier des chutes des autres. Ce n'est pas ton rôle. Éloigne-toi du syndrome du sauveur. Arrête de demander la permission de te prioriser. Si quelqu'un se sent mal à l'aise parce que tu cesses de porter sa vie, c'est son problème, pas le tien. La dignité commence lorsque tu lâches le besoin d'être le héros et que tu te choisis toi-même. Phrase emblématique. Ta vie n'est pas la scène des batailles des autres. Celui qui veut vraiment du respect apprend à lâcher la responsabilité qui ne lui revient pas. Tu n'es pas indispensable, tu es libre. 6. Sois juste avec vous-même avant d'être généreux. La justice commence par soi-même, même si cela fait mal à l'admettre. Vous ne pouvez pas parler de véritable générosité si vous passez votre vie à ignorer vos propres besoins, à remettre à plus tard vos désirs et à reléguer votre bien-être au dernier plan. C'est une contradiction brutale. Vous vous efforcez tant d'être juste et disponible pour les autres, mais vous êtes implacable avec vous-même. Vous vous imposez des sacrifices que vous ne demanderiez jamais à personne d'autre. Cette balance déséquilibrée n'est pas une vertu, c'est de l'abandon de soi déguisé en bonté. Ce que vous appelez générosité est souvent une peur d'être égoïste,
une peur de ne pas être à la hauteur des attentes, une peur de ne plus être nécessaire. Vous vivez en vous préoccupant de ne pas décevoir, de ne pas déranger, de toujours répondre présent, même si pour y parvenir, vous devez vous trahir un peu chaque jour. La voix intérieure qui vous dit que ce n'est pas si grave, que les autres en ont plus besoin, que vous pouvez supporter, est le mécanisme qui perpétue cette injustice silencieuse. Ainsi, vous devenez le juge le plus sévère de vos propres besoins et le défenseur inflexible de ceux des autres. La racine de ce schéma réside dans une croyance ancienne et profondément ancrée. L'idée que se prioriser est une faute, que penser d'abord à soi est une sorte de péché moral, mais personne ne vous récompense pour vous sacrifier en silence. Au contraire, vous vous habituez à être la ressource facile, le joker qui est toujours là, même lorsque vous ne pouvez plus. Ce système fonctionne par inertie, vous vous retrouvez à résoudre, à accompagner, à céder, et quand enfin vous vous demandez ce dont vous avez besoin, la seule chose qui apparaît est une sensation de vide et de fatigue accumulée. Vous vous êtes tellement entraîné à regarder vers l'extérieur que vous ne reconnaissez même plus le poids de votre propre dette interne. Être juste avec vous-même n'est pas un acte d'égoïsme. C'est une question d'équilibre psychologique et de respect de base. Celui qui ignore ses propres limites finit par faire payer les autres sous forme de ressentiment, d'épuisement ou de reproches déguisés en bonté. Être juste avec vous-même exige de revoir la façon dont vous vous parlez, dont vous vous jugez et dont vous vous permettez de vous reposer, d'échouer ou de dire non sans sentir que vous devez quelque chose au monde. Il ne s'agit pas d'abandonner la générosité, mais de comprendre que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, ni offrir une énergie qui ne vous reste pas, ni résoudre les vies des autres au détriment de la vôtre. Cet ajustement mental est inconfortable car il oblige à affronter la question que vous évitez le plus. Quelle part de votre générosité est authentique et combien est un mécanisme pour masquer votre peur de ne pas valoir si vous cessez d'être utile? La véritable générosité ne peut surgir que de quelqu'un qui est en paix avec lui-même, pas de celui qui utilise le sacrifice pour remplir un compte émotionnel toujours dans le rouge. Prendre soin de soi est un acte de justice fondamentale. Ligne emblématique. Personne ne va vous rendre ce que vous vous refusez vous-même. La philosophie stoïque insiste sur ce point. La véritable vertu commence par l'autogouvernance. Vous ne pouvez pas être juste à l'extérieur si vous êtes implacable et injuste à l'intérieur. Vous ne pouvez pas prêcher l'empathie si votre dialogue interne est pure exigence et culpabilité. La justice envers vous-même est le premier filtre. C'est seulement à partir de là que vous pouvez choisir quand donner, comment aider et jusqu'où accompagner sans vous perdre dans le processus. Et oui, apprendre à être juste avec vous-même va déranger ceux qui étaient habitués à votre disponibilité illimitée. Qu'il en soit ainsi. Votre dignité n'est pas négociable, votre bien-être non plus. Soyez juste avec vous-même avant d'être généreux, même si cela implique de décevoir ceux qui s'attendaient à continuer à vous demander des sacrifices silencieux. Le respect de soi se construit ainsi, en se choisissant sans demander pardon. Ligne emblématique, justice personnelle avant sacrifice chronique. 7. Priorise ta dignité plutôt que l'approbation. Tu arrives à une réunion de famille et presque sans t'en rendre compte, tu te retrouves à accepter des commentaires sur ta façon de vivre, tes décisions, même tes silences. Quelqu'un donne son avis sur ton travail, un autre remet en question ton dernier choix personnel et l'ambiance se remplit de petites évaluations déguisées en intérêt. Ton premier réflexe est d'acquiescer, de sourire, d'adoucir le moment pour ne pas créer de tension ni te sentir hors de place. Mais chaque fois que tu avales une gêne, chaque fois que tu baisses la tête pour éviter une discussion minime, ce que tu fais réellement, c'est mettre ta dignité au second plan et donner la priorité à l'approbation de ceux qui t'entourent. Le mécanisme est simple et profondément ancré. On t'a conditionné à penser que plaire est plus important que d'être fidèle à toi-même, que faire plaisir au groupe est une bouée de sauvetage social que tu ne peux pas lâcher.
Mais cette habitude, devenue réflexe, finit par éroder ta perception de toi-même jusqu'à ce que ta présence devienne négociable et ton jugement malléable par l'opinion des autres. Si tu analyses le processus, le désir d'approbation n'apparaît pas de nulle part. Il a des racines dans le besoin d'appartenir et dans l'insécurité apprise dès le plus jeune âge. Tu ne veux pas détonner. Tu préfères éviter le jugement et le rejet, même si cela implique de céder de petits territoires internes. Le problème est que chaque concession t'éloigne un peu plus de ta propre cohérence. La dignité ne se perd pas dans de grands drames, mais dans ces gestes quotidiens où tu choisis de garder le silence sur ce que tu penses, d'accepter ce que tu ne veux pas, ou de déguiser ton inconfort pour ne pas être perçu comme l'étrange ou le problématique. Ainsi, l'approbation devient une monnaie d'échange et tu t'habitues à en payer le prix avec tes propres principes. Cet investissement ne rapporte pas. Ce que tu gagnes est une paix superficielle, une illusion d'appartenance qui n'est jamais suffisante car elle dépend de facteurs que tu ne contrôles pas. La conséquence de prioriser l'approbation sur la dignité est une sorte d'érosion interne. Tu perds ton centre, tu cesses de te reconnaître, et le respect de soi se dilue jusqu'à ce qu'il ne reste que le masque fonctionnel que tu portes en société. L'estime de soi ne survit pas longtemps lorsque tu la laisses entre les mains des autres. Et c'est ici qu'intervient l'analyse stratégique. Tu dois identifier les points de fuite, ces moments où le désir d'être accepté te pousse à te trahir. La première étape est d'observer sans anesthésie comment tu agis lorsque tu sais que tes décisions peuvent déranger ou déplaire. C'est là que se révèlent les véritables limites de ta dignité. Il ne s'agit pas de se battre pour tout ni d'imposer ta volonté, mais de maintenir ton jugement même si cela signifie perdre de la sympathie ou faire face à des regards inconfortables. La fermeté n'est pas de l'arrogance, c'est une autodéfense psychologique. Ligne emblématique. La dignité n'est pas négociable, même si l'approbation a bonne presse. Apprendre à prioriser ta dignité est un processus de désapprentissage conscient. Cela exige de désactiver le pilote automatique qui te pousse à chercher l'approbation et de le remplacer par une boussole interne orientée vers la cohérence et le respect de soi. Cela implique de l'inconfort, oui, car tu devras faire face à la vieille peur d'être mal compris ou rejeté. Mais chaque fois que tu choisis ta dignité au-dessus du plaisir social, tu renforces ton caractère et récupères ton autorité sur toi-même. C'est un entraînement. Maintenir tes décisions sans entrer dans des explications inutiles. Exprimer ton désaccord avec respect mais sans l'adoucir jusqu'à le rendre méconnaissable. Accepter que tout le monde ne va pas te célébrer et que c'est bien ainsi. La liberté personnelle commence lorsque tu cesses d'hypothéquer ton authenticité pour un sourire emprunté. Ligne emblématique. Privilégie l'inconfort de la vérité plutôt que de t'intégrer par habitude. 8. Agis avec fermeté, pas avec soumission. Je reconnais que je me suis surpris à accepter des choses que je ne voulais pas, simplement parce que l'inconfort de dire non me semblait plus lourd que le désagrément de céder. Je me souviens de la tension dans le corps, du geste forcé d'acquiescer, de la mâchoire serrée, alors que dans ma tête s'allumait l'alarme qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pourtant, choisissant la soumission par habitude, par peur, par ce réflexe appris de survivre en plaisant, c'est comme laisser quelqu'un d'autre conduire ta vie, même si tu sais que le volant t'appartient. Il ne s'agit pas de grands drames, mais de ces moments où ton langage corporel te trahit, les épaules affaissées, le regard baissé, les mains agitées sur la table. Chaque fois que tu agis depuis la soumission, ta présence se rétrécit un peu plus, ta voix s'éteint et ton énergie se disperse à plaire plutôt qu'à affirmer ton avis. La fermeté, en revanche, a une texture différente. Elle se remarque dans la posture droite, dans le regard qui ne se cache pas, dans le ton de voix qui ne monte ni ne descend pour s'adapter à l'ambiance extérieure. Agir avec fermeté n'est pas crier ni s'imposer, c'est maintenir la décision, même si l'atmosphère se tend, même si l'autre fronce les sourcils ou croise les bras en signe de désaccord. C'est le geste de celui qui n'est pas prêt à céder son espace intérieur pour quelques miettes d'approbation.
il y a un moment clé. Cet instant où tu ressens la pression de céder. Et au lieu de te recroqueviller, tu restes là où tu es. Tu n'expliques pas trop, tu n'embellis pas ton refus, tu le maintiens simplement, laissant l'autre voir que ta décision est inébranlable. C'est ainsi que l'on entraîne la dignité, en supportant le poids du silence, en tolérant l'inconfort des autres sans l'absorber comme une responsabilité personnelle. L'habitude de la soumission se nourrit de petits gestes quotidiens. Le oui que tu voulais être un non, le sourire qui cache le malaise, l'excuse inutile pour éviter un frottement. Mais la fermeté se forge aussi dans des détails simples. Maintenir le dos droit, regarder en face, parler en phrases courtes et claires. La sécurité se transmet plus parce que tu ne cèdes pas que parce que tu expliques. Ceux qui t'entourent le perçoivent. L'énergie change, le traitement s'ajuste. Le respect grandit à mesure que tu cesses de demander la permission d'avoir ton propre avis. Personne ne peut respecter celui qui plie sous la moindre pression. Le respect se construit à partir de la cohérence, pas de la complaisance. Ne confonds pas fermeté avec froideur. La fermeté est clarté, pas rigidité. C'est la capacité de reconnaître tes limites, de choisir quand t'aider et quand te retirer, d'écouter sans laisser l'opinion des autres submerger ton propre jugement. Dans la pratique, cela se ressent comme un contrôle interne, comme si le centre de gravité était en toi et non chez les autres. C'est une autorité silencieuse, sans besoin de te justifier ni d'élever la voix. Celui qui agit avec fermeté occupe de l'espace sans envahir, marque sa présence sans écraser. La véritable autorité est silencieuse, mais elle se ressent dans l'air. Personne ne l'accorde, tu la construis chaque fois que tu choisis de ne pas te trahir. Fais l'expérience. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose que tu ne veux pas, observe ton corps, écoute ta voix, note si l'impulsion est de céder ou de te maintenir. Décide, prononce ton non et reste ferme, même si la situation devient tendue. C'est inconfortable, oui, mais cet inconfort est le prix de ta liberté. Ligne iconique. La fermeté ne crie pas, mais elle s'entend clairement. Une autre. Ta présence pèse plus quand tu ne te plies pas. La soumission est la renonciation silencieuse. La fermeté, la conquête quotidienne de ton respect personnel.